Bonjour. Bonjour, André, bonne année. Bonjour Stéphanie, bonne année, meilleurs vœux. Et puis j'espère que la coupure a été agréable et que du coup le retour l'est tout aussi. Puis meilleure année pour vous, pour tous ceux du Quai d'Orsay, de tous les ambassadeurs de la santé mondiale et de manière générale pour notre pays et pour tous les citoyens du monde. Merci beaucoup. Alors déjà première chose, juste pour vous dire que c'est enregistré. Oui. Ambassadrice. Et donc, si vous le souhaitez aussi, après, on pourra pour que les collègues puissent le réécouter s'ils ne sont pas présents, parce que c'est vrai qu'on a des auditions un peu dans des moments où on est soit en circo, soit sur un autre plan législatif. Et si vous le voulez bien, si ça peut être mis, diffusé sur une chaîne YouTube, la mienne en l'occurrence, vous me direz. Mais je préfère parler en toute honnêteté. Puis après, si vous estimez que des choses peut-être qui ne sont pas diffusées, vous me dites et puis c'est bon, je le garderai pour moi, il n'y a aucun sujet, aucun souci. En tout cas, merci beaucoup d'être rendu disponible et de prendre un peu de temps pour ce texte de loi. Je n'y reviens pas parce que vous le connaissez aussi bien que moi. En tout cas, on avait lu les principaux éléments qui vous intéressent, ou en tout cas qui intéressent tous ceux qui s'intéressent à la question de la solidarité internationale. Juste pour dire que, en tout cas pour nous parlementaires et pour tous ceux qui suivent aussi ces questions, c'est quand même un moment important. Enfin, il sera mis à l'agenda de l'Assemblée nationale et ensuite il va pouvoir faire son petit train-train, sa petite navette parlementaire. Et puis dans ce texte-là, il y a des choses qui nous satisfont quand même. Il y a des avancées avec bien évidemment enfin une stratégie, alors avec des priorités. Alors on reviendrait sûrement sur la manière dont peut-être c'est décrit, comment vous voyez les choses sur la hiérarchisation de toutes ces priorités et comment d'ailleurs la question de la santé qui est revenue au premier plan grâce à vous aussi, puis grâce au président de la République, on a fait un objet majeur des trois premières années du quinquennat. On se rappelle notamment du Fonds mondial à Lyon. La question de la programmation financière, là aussi, qui est pour le coup une vraie programmation financière qui permet de donner cette lisibilité, cette trajectoire. Et donc là, si vous avez aussi des éléments, des suggestions, des commentaires, il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, ça grave dans le marbre la volonté à la fois d'atteindre le 0,7 et 0,55 qui était l'objectif présidentiel, mais aussi de manière générale d'inscrire cette politique comme une politique, bien comme la politique de défense et comme de manière générale la politique d'affaires étrangères qui mérite des crédits en hausse budgétée prévue et qui donne de la visibilité à l'action du gouvernement et de tous les partenaires qui travaillent sur cette belle politique. Le troisième point, c'est la question des partenariats. Et peut-être que là, vous pourrez revenir aussi sur la question de la société civile, des fondations, des centres de recherche qui, pour le coup, pour la santé, sont particulièrement importants. On le voit avec soit la Fondation Gates sur les questions de santé, mais aussi l'Institut Pasteur dans un certain nombre de pays africains. Donc, on voit sur il n'y a pas que de relation d'État-État, et donc ce texte-là aussi concrétise cette sortie d'une relation de gouvernement à gouvernement, d'État à d'État, et fait la part belle aussi à la société civile, aux acteurs locaux, on espère, et à tous ceux qui veulent, bien, au fond, contribuer à atteindre les objectifs collectivement. Et puis, il y a un dernier élément qui est l'élément de redevabilité, d'évaluation et de transparence, avec la création d'une commission indépendante d'évaluation. Donc ça, c'est un acte aussi, une avancée majeure qui permettra non seulement de savoir quels sont les effets, les impacts de ce que l'on fait, mais aussi d'avoir enfin une unité, une structure beaucoup plus forte, beaucoup plus cohérente, dotée de moyens qui va faire ce travail de recherche d'impact, de diffusion, de transmission et de capitalisation du savoir et qui nous permettra d'être à la fois plus efficace, plus crédible à l'international et aussi plus influent. Donc peut-être, je voulais avoir votre regard à la fin sur l'influence de la France sur ces questions de santé mondiale au moment où c'est un sujet majeur qui touche notre vie quotidienne, comme on ne pensait jamais que ça l'aurait été, et nous dire en quoi aussi peut-être ce texte-là, les dispositions et l'argent qui sont dedans vont aussi vous permettre dans votre rôle d'ambassadrice d'être encore plus écouté. On sait que c'est déjà le cas. Donc voilà, merci. N'hésitez pas s'il y a d'autres sujets, macro, micro, mais en tout cas, c'est un plaisir
de vous recevoir, de vous revoir et puis, je vous laisse la parole. Un grand merci. C'est aussi pour ma part un honneur autant qu'un plaisir d'être, auditionnée dans le cadre de vos travaux. Hem, Évidemment, la présentation de ce projet de loi a été, très, très attendue, pour, tous les acteurs du développement et en ce qui me concerne, bon, je ne vais pas vous faire de révélations, je crois, par rapport à ce que certainement d'autres collègues, notamment ceux du ministère des Affaires étrangères, pourront vous avoir, relayé sur, le caractère, tout à fait non seulement opportun, mais aussi, bien cadré du projet qui vous a été, proposé sur, un ensemble de points que je vais simplement évoquer. Je crois que vous les connaissez, mieux que personne. Heu, D'une part, le fait qu'on ait maintenant, vraiment priorisé, un certain nombre, d'orientations. Vous y avez fait allusion, que ce soit des orientations géographiques avec ce ciblage sur au moins 19 pays prioritaires, ce qui n'exclut pas une action un peu plus large, bien sûr, et également un investissement sur, celle des grandes problématiques, qui sont de nature à changer dans le fond les déterminants du développement, dans les pays que nous souhaitons, aider, accompagner, avec, ces grandes priorités: santé, climat, diversité, biodiversité, pardon, égalité femmes-hommes, éducation et autres fragilités. Deuxièmement, la hausse conséquente du budget que vous avez également évoquée et le fait de bien inscrire, l'effort, dans une, montée en charge et une trajectoire de nature à, atteindre l'objectif, de 0,55 du PIB en 2022. Hem Enfin, pardon, ensuite les partenariats que vous avez évoqués, cette méthode, qui se renforce, qui se resserre avec, une attention à l'évaluation à l'impact, vous en avez parlé, et un élément également d'attractivité avec, des modalités pour permettre, le renforcement de notre influence par, l'attractivité vis-à-vis d'organisations internationales sur le territoire national. Bon, pour recadrer un petit peu les choses, mon intervention se situera donc dans ces grandes orientations dont je pense que vous avez eu l'occasion de les entendre aussi, et que vous avez, bien sûr, dans l'ensemble, des documents de présentation de la loi. Mais peut-être pour, aller un petit peu plus sur la santé et revenir sur le contexte du moment, et pour justement, voir, comment ce projet de loi s'insère bien dans, une actualité qui est celle que nous n'avions pas il y a peut-être, encore, 1 ou 2 ans, au moment où les premiers travaux, commençaient. S'agissant de la santé, oui, bien sûr, il y a eu deux évolutions. Une qu'on peut dater jusqu'à la fin 2019, qui était bien celle, que vous décrivez, d'une montée en charge. J'y ai pris une modeste part. C'est évidemment une, orientation forte, donnée par le président de la République, mais qui a suscité une adhésion aussi très importante, de ce que j'appelle moi la large circonscription France, que sont, au-delà du gouvernement et des administrations, des agences, nationales enfin des ministères et des agences, dont ils ont la tutelle, c'est évidemment toute cette sphère bien plus large, les acteurs décentralisés, collectivités, hôpitaux, et les acteurs privés, qu'il s'agisse du privé lucratif, les entreprises. Nous avons un secteur de la santé dynamique en France, comme le secteur non lucratif, qu'il s'agisse, des organisations de la société civile qui ont des métiers différents, hein. On a, l'urgence, bon, qui est importante en matière de santé, mais il y a aussi évidemment le développement et enfin le plaidoyer, et ces acteurs sont parfois les mêmes, mais parfois ne le sont pas. Et enfin, dernier acteur privé, important, les fondations. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait le tour, puisqu'il y a évidemment tout cet ensemble majeur qu'est la recherche, avec également la gamme, des acteurs publics et également, privés qui interviennent. Heu, voilà, où nous en étions fin 2019. L'ensemble de cette, circonscription ou équipe France, qui a toujours existé, qui a toujours été extrêmement active, avait pu se mobiliser autour d'un projet qui était ce projet de, reconstitution des ressources, du Fonds mondial, et nous avions, qui a été un succès, et nous avions par ailleurs effectivement une parole forte de la France sur les questions de santé grâce à la présidence, du G7.
Et puis est advenue cette pandémie, voilà, qui pouvait être prévisible à certains égards, mais qui en tout cas a pris une ampleur et qui a toujours aujourd'hui des conséquences d'un autre ordre que ce que nous connaissions jusque-là et qui, de fait, évidemment, a placé enfin, l'enjeu de santé au cœur des préoccupations, à la fois pour évidemment faire face à la dimension sanitaire elle-même de la crise, mais également pour faire face aux conséquences qu'elle a entraînées. Et je dirais que le fait d'être arrivé fin 2019 à une situation de leadership qui n'était pas encore entièrement euh, peut-être confortée, mais qui était fortement consolidée, en tout cas qui était en dynamique, a effectivement permis à la France d'occuper une place et d'avoir une parole qui a été forte et entendue dans le cadre de ce qui s'en est suivi ensuite dans la crise Covid. Ce n'est pas nécessairement le propos de notre réunion d'aujourd'hui, mais pour dire qu'effectivement, les deux se sont rejoints, un retour, je dirais, à une forme de leadership et la nécessité absolue, enfin, je crois, rendue évidente à travers l'ensemble des secteurs dans tous les pays, de reconsidérer effectivement les enjeux de santé comme absolument prioritaires et très certainement dans les approches du développement qui nous intéressent aujourd'hui. Je crois que le projet de loi que vous avez à, à examiner remplit bien, est à la hauteur de ce défi, puisque l'ensemble des orientations sur lesquelles je reviendrai très rapidement, et qui placent évidemment la santé comme un objectif majeur, et tout en améliorant les méthodes, permettront de faire face à cet enjeu. Il y a une dimension importante qui a émergé avec la crise Covid. Elle était présente, chacun en avait conscience jusque-là, mais là, la nécessité absolue est désormais avérée de bien faire le lien entre l'ensemble euh, des thématiques de développement et avec ce qu'on appelle l'approche une seule santé, que la France promeut très fortement, et que ce projet de loi, en établissant la nécessité effectivement de porter l'ensemble des enjeux environnement, santé enfin, également éducation, égalité femmes-hommes, permet de conforter en permettant de faire ces liens. Voilà peut-être pour donner quelques exemples sur enfin, comment dire, le fait que la dynamique qui a abouti à la présentation de ce projet de loi est en adéquation avec les besoins que nous pouvons avoir, les besoins que la France peut avoir d'apporter une bonne réponse, y compris dans un contexte qui est celui qui a fortement changé depuis 2 ans. Ça, c'était peut-être mon premier point. Ce projet de loi est pertinent. Il l'était, toutes choses égales par ailleurs. Il l'est particulièrement compte tenu de la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui en pleine crise Covid, parce qu'il fait une bonne place à la santé, et parce qu'il renouvelle les outils de développement dans le bon sens, y compris l'intégration des objectifs. Mon deuxième point serait, enfin, toujours dans ce même esprit, peut-être de dire et de faire un arrêt sur ce qui, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire celle de la pratique qu'a la France en matière de santé mondiale, qui a conduit à la création de mon poste, qui était par le passé occupé par des ambassadeurs dénommés VIH et maladies transmissibles, mais les fonctions sont se recoupe très largement puisqu'il y a un fort accent sur la priorité française historique en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles et en particulier au Fonds mondial. Euh, ça nous a conduit, le fait de suivre ce partenariat spécifique avec un très 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 fort investissement qui a été conforté, renouvelé en octobre 2019, vers un acteur euh, qui a certes 20 ans aujourd'hui, le Fonds mondial, mais qui faisait partie, disons, de la nouvelle génération des organisations internationales de développement. Il se trouve qu'elle elle avait à faire face à la santé et à des pandémies qui ne sont pas encore éradiquées. Euh, les méthodes étaient renouvelées au Fonds mondial et la façon dont la France s'est organisée pour suivre cet investissement considérable et ce pari qu'elle a fait d'investir dans cette nouvelle organisation, beaucoup plus axée sur l'impact, sur l'efficacité, sur un mode de gouvernance aussi plus large. Ces méthodes
sont des méthodes qui sont absolument perfectibles. Je suis prête à répondre à vos questions là-dessus, bien sûr, mais qui, je crois, heu, sont, intéressantes et à bien des égards, le projet de loi, qui est, examiné permet, de tirer les bonnes leçons, je crois, de ce que nous considérons, ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec le recul, 20 ans plus tard, comme précisément intéressant en matière de méthode. Je vais citer un point qui me semble crucial, c'est celui des indicateurs d'impact et le fait que le Fonds mondial travaille de manière extrêmement rigoureuse sur l'élaboration de ces indicateurs. Ils sont tout à fait perfectibles. D'ailleurs, la France a une position qui est très proactive, hein, pour obtenir que ces indicateurs soient encore améliorés, indicateurs du Fonds mondial. Il y a une réflexion actuellement au Fonds mondial sur sa stratégie, hein. On y participe très activement avec l'ensemble je dirais, la circonscription France dont j'ai parlé, c'est-à-dire tous les acteurs de terrain avec lesquels nous travaillons. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour justement approcher finalement cette dimension cruciale de toute aide au développement et qui est d'essayer à la fois piloter l'action pour comprendre comment est-ce qu'on peut effectivement être efficient, aller vraiment consacrer les moyens là où ils peuvent faire une différence. Et puis, bien sûr, avoir la preuve de cette efficience, c'est-à-dire bien mesurer les résultats obtenus et les mesurer autant que possible, non pas par un raisonnement circulaire consistant à dire qu'on a atteint l'objectif une fois qu'on a rempli une obligation de moyens, euh, les fameux indicateurs d'activité, le nombre de traitements diffusés, déployés, pardon, et ou le nombre de personnes qui peuvent être touchées, mais bien des indicateurs d'impact, c'est-à-dire des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration de la santé, en l'occurrence, hein, on parle de santé des personnes. Et c'est le point où nous en sommes, hein. Ce sont des indicateurs peut-être de troisième génération que le Fonds mondial doit essayer de maintenant mieux cerner. C'est un travail qui est passionnant, un travail difficile, un travail qui ne peut pas se résoudre par des discussions de point de table et qui demande à être conforté par des expertises, des retours terrain, le travail des scientifiques également, des universitaires. Euh, et, euh, et je trouve que nous avons une occasion, effectivement, avec le projet de loi que nous regardons, et notamment avec les indicateurs qu'il prévoit, d'aller nous-mêmes encore plus loin dans le suivi de ces indicateurs et la façon dont la France peut euh, s'assurer que ces priorités, sur lesquelles je ne reviens pas, mais enfin que vous connaissez bien, qui sont évidemment la promotion de la couverture santé universelle, l'approche par les droits en santé, avec une attention particulière aux groupes vulnérables, aux femmes. Euh, et s'agissant de la lutte contre les 3 pandémies, les fameuses populations clés au sein desquelles les épidémies peuvent avoir ont une incidence plus importante. Bon, je m'arrête là, mais enfin, il y a plus à dire, bien sûr. Comment est-ce qu'on s'assure, et puis, pardon, bien sûr, des priorités géographiques, hein, dont on a parlé. On peut essayer de voir comment est-ce que finalement on arrive à faire le lien entre ces indicateurs qu'on essaye de faire évoluer au sein du Fonds mondial pour encore améliorer, hein, l'efficience et l'équité de l'action de cette organisation et la façon dont ensuite on peut bien aligner nos propres cadres d'évaluation, redevabilité, bien sûr, euh, grâce, euh, grâce aux outils de suivi de la loi. Voilà le deuxième point que je proposais de faire. Bon, ça c'est un peu schématique, hein, mais je suis tout à fait prête à continuer à échanger bien sûr là-dessus. Et mon dernier point peut-être serait de inviter, enfin ou plutôt de souligner à quel point, j'ai un petit peu fait allusion au début de mon propos, cette loi permet et invite à faire des liens, pardon, entre les enjeux de santé et l'ensemble des sujets de développement. Alors,
on peut les prendre, on pourrait dire la même chose avec l'éducation, avec sans doute le climat, etc. Enfin, chacun des objectifs du développement durable, d'une certaine façon, permet cette entrée transversale vers les autres. Bon, je vais parler évidemment de santé, c'est mon dossier, mais peut-être aussi avec l'idée que on a maintenant un contexte international qui rend, malheureusement, on peut le regretter bien sûr, plus urgent que jamais la nécessité d'approcher la santé comme une priorité de développement. Je trouve qu'on a l'occasion donc de peut-être accentuer encore l'accent sur les questions de santé, notamment en matière de sécurité sanitaire. Cette loi va permettre d'affiner cette thématique, d'affiner aussi la façon dont la France peut accompagner un certain nombre de pays, à la fois par la bonne articulation de son aide bilatérale, l'expertise, les interventions de l'AFD et puis ces interventions multilatérales de façon à obtenir des résultats sur la sécurité sanitaire et également peut-être réussir à faire des liens avec l'ensemble des problématiques de développement, ou plutôt, enfin, toutes celles des problématiques de développement qui sont nombreuses et qui méritent d'être abordées sous le prisme de la santé et de leur contribution à la réduction des risques euh, que nous voyons émerger s'agissant de la santé. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon troisième point qui était de euh, souligner combien on a une invitation à faire finalement d'une approche santé une approche transversale et qui me semble bien, enfin, que cette loi me paraît autoriser d'une façon intéressante. Alors, pour être complète, je trouve que nous devrions peut-être, au diptyque articulation aide bilatérale et multilatérale, ne pas oublier d'ajouter l'importance aussi de bien, ou plutôt de bien dire que dans multilatéral, il y a une dimension importante et qui est celle de l'Europe. Ça, c'est un point que nous avons vu dans ce qui a bougé avec cette crise. On a vu, je suis en train de réouvrir mon ordinateur qui s'est fermé pour ne pas perdre mes notes. C'est l'augmentation de l'Europe, enfin plutôt c'est l'Europe de la santé, bon, l'émergence de cette Europe de la santé, dimension très interne à l'intérieur même des frontières de l'Europe, avec beaucoup de choses qui se sont. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet du jour. Il y aura à faire évidemment un lien fort entre, et peut-être que la présidence française de l'Union européenne nous donnera une occasion particulière de le faire, mais bien s'assurer que le lien est fait entre ce que l'Europe voudra continuer à renforcer et à intégrer comme approche de la santé pour la santé au sein même de ses frontières, et bien sûr une ouverture, et notamment via sa politique de développement, la politique européenne de développement, pour bien traiter également ces sujets sur le plan mondial. Je vais m'arrêter là, parce que j'étais assez longue, mais voilà quelques éléments en première réflexion. Excellent, merci beaucoup. Non, vous n'avez pas du tout été très long. De toute façon, un, c'est l'opportunité, et puis deux, c'est toujours très intéressant d'avoir votre regard et à la fois sur l'historique et puis sur les différents sujets, je ne dirais pas les filières, mais en tout cas les différents points dans la santé mondiale. Alors moi, j'avais peut-être deux questions, si vous me le permettez. La première, c'est sur... on voit bien que un des objectifs du texte de loi, c'est l'augmentation de la part allouée de l'aide bilatérale, une partie en tout cas, à 1000 projets, considérant que fond, je ne suis pas sûr qu'ils considèrent qu'on est forcément très très en retard, mais
on n'est pas forcément au même niveau que nos amis anglais, ce qui n'est pas forcément le bon niveau ou le niveau optimum. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on avait un retard, des efforts à faire et qu'on voit bien notamment dans le cadre de l'efficacité, l'accord de Paris sur l'efficacité Busan, il y a besoin aussi d'appropriation, d'allocation. Et donc, je voulais avoir un peu votre regard sur le secteur de la santé, notamment sur les nouvelles méthodes qui sont mises en place pour lutter contre la maladie, ou notamment dans le cadre du CSU, couverture santé universelle. Est-ce que cette volonté d'augmenter, si ce n'est de doubler la part des dons dédiés aux ONG, ça fait ça, ou est-ce que justement, il ne faut pas être dans une logique, alors ça peut être fromage ou dessert, hein, peut-être ça peut être l'un et l'autre, mais si vous devez faire un choix pour enclencher la première, j'ai mieux une approche plutôt de gouvernement à gouvernement, financer des prêts de politique publique, financer la coopération technique, voilà, on voit bien qu'il y a une montée en puissance de ça. Ou alors est-ce que, justement, si une des priorités françaises, c'est la CSU, est-ce que cette volonté d'augmenter les montants alloués aux ONG, aux États de société civile, c'est quelque chose qui fait sens pour vous et qui est cohérent ou qui est en tout cas pas contradictoire? Le deuxième point, c'est sur, vous l'avez très bien expliqué, sur c'est passionnant et en effet, c'est à la fois passionnant et puis je pense que c'est déterminant pour notre capacité à aussi continuer de faire adhérer des gens à cette politique et de continuer à avoir des subventions qui arrivent, parce que la circonscription France, elle est belle, vous l'avez très bien dit, mais elle n'est pas si grande que ça. Parce que derrière, il y a plein de gens qui considèrent que, bah, écoutez, maintenant on a nos propres problèmes aussi chez nous, donc je ne dirais pas ça à la Corrèze ou aux Ambèze, mais c'est les Côtes d'Armor avant les Comores ou le Salvador, si je peux. Et donc, ces indicateurs d'impact-là sont très intéressants sur le Fonds mondial, puisqu'au-delà de chaque année dire on va mettre des montants comme ça, d'ailleurs qui ne parlent plus trop aux gens. On a mis 2 milliards, on a augmenté de 20% la contribution française au Fonds mondial, on a doublé la contribution française au FIDA, doublé la contribution française. Au bout d'un moment, les gens ils se disent ok, très bien, pourquoi? Et donc, comment vous voyez la commission indépendante d'évaluation qui justement vise à faire rentrer la question de l'impact, la question voilà, de la recherche d'impact au cœur des projets de développement. Et est-ce qu'au fond, la est un peu en avance sur ça, parce que, comme vous l'avez très bien dit, il ne s'agit pas de construire un hôpital. Si ça ne déméliore pas la santé des populations, les gens ne vont pas retourner à l'hôpital. Enfin, ils vont dire que justement, l'hôpital, c'est là où on meurt. Il y a un effet beaucoup plus rapide que par exemple sur l'agriculture, où finalement, si vous construisez un entrepôt avec des graines, etc., bon, les gens ne vont pas forcément voir le lien. Là, si vous avez l'hôpital, tout ce qu'il vous faut, les gens, mais qu'en fait, les gens ils continuent de mourir ou ils meurent plus, qu'il n'y a pas d'amélioration, ils vont vous dire, en fait, c'est un problème, et c'est même court. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses, des enseignements que vous tirez de cette évolution, simplement de la mesure de l'efficience à l'efficacité, à l'impact, et comment on peut en tirer profit pour tous les autres secteurs et toutes les autres politiques, et comment ce travail-là au sein de la circonscription France, vous l'avez fait pour qu'on en arrive à ce résultat-là et qu'on arrive à avoir des indicateurs d'impact pour le Fonds mondial. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, mais voilà, sur la leçon à tirer. Et puis, au fond, est-ce que vous n'avez pas peur de vivre un peu le champ du cygne sur les questions de santé, où c'était là, on a l'apogée avec tout le monde qui ne parle que de ça, de santé, et finalement derrière, en fait, on retombe à notre vieilles habitudes, on va retomber dans la lutte contre la dette, les 30%, les je sais pas combien de pourcents, et puis on va revenir à quelque chose de peut-être un peu plus normal, et qu'au fond, la dynamique sur la question de la santé, elle peut s'essouffler à un moment, et comment vous voyez, du coup, quels sont les éléments pour qu'on continue à porter haut cette question de la santé sur la scène nationale et aussi l'Union européenne et internationale? Merci. Bon, merci, ce sont des très belles questions. Premièrement, sur la priorité ONG, et finalement, est-ce qu'elle n'est pas décalée par rapport à une grande priorité comme la CSU? En fait, il faut bien voir que la priorité CSU, ce qui est en jeu, c'est vraiment des très grandes masses. Il y a une dimension vraiment, pour le coup, très, très macro. Et je vais y revenir. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de financer, finalement de rendre solvable et soutenable l'assurance maladie dans un très, très grand nombre de pays pour lesquels c'est pour le moment une utopie presque, d'imaginer
puisse un jour pouvoir se faire soigner, entre guillemets, gratuitement pour vraiment l'essentiel des besoins de santé qu'on peut avoir et indépendamment de son revenu, on n'en est pas du tout là. Et on voit bien que là, on touche vraiment à un sujet de fond. Et ça, c'est un sujet pour le G7, pour le G20. C'est un sujet majeur et qui est de dire, dans le fond, à quoi est-ce que des États souhaitent consacrer leur richesse. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas plus politique hein, comme arbitrage. Bon, là, on rentre dans vraiment quelque chose d'assez crucial. Un, finalement, un pacte social comme on en connaît en France, dans un grand nombre de pays, je dirais plus européens d'ailleurs que nord-américains, en tout cas depuis la fin, qui ne date pas de la fin de la guerre, mais enfin qui a été bien conforté après. En France, c'est bien sûr les grands principes du Conseil national de la libération, etc., qui consistent à dire que la santé est un bien public, un bien collectif. Hein, et c'est ça l'un des principes sous-jacents de notre sécurité sociale. Bon, il n'y a pas que la santé, il y a d'autres dimensions de la protection sociale, bien sûr. Bon, enfin, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui est finalement pas si partagé, pas et assez hors de portée pour un très très grand nombre de pays et un grand nombre de dirigeants de gouvernements, quels que soient d'ailleurs les régimes politiques, qui ne font pas nécessairement le choix de se dire qu'ils doivent s'occuper en premier lieu de la santé de leurs citoyens comme urgence, je sais pas quoi, enfin comme déterminant absolu de leur politique. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez, je trouve, macro. Et même si on avait, et on espère que cette crise va amener une conscience de cet enjeu qui pourrait être un petit peu plus équilibré en faveur du besoin des intérêts des populations, eh bien, il faudrait dans ces cas-là sans doute recourir à des financements qui ne sont pas nécessairement, alors ça peut être des financements qui seraient bien à la mesure peut-être de l'Agence française de développement jusqu'à un certain point, enfin des prêts, j'en sais rien d'ailleurs, hein, des prêts concessionnels ou des prêts plus ou moins concessionnels à hauteur de besoins de ce type-là. Je crois qu'on est vraiment au niveau de ce que font les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds mondial, etc. Bon, ça c'est juste pour donner une idée de l'échelle de la mesure de l'enjeu, etc. Euh, une fois dit ça, la France peut tout à fait être active en vue d'un tel objectif. Elle l'est déjà via les outils qu'elle a, que sont d'ailleurs l'AFD comme Expertise France, qu'il s'agisse d'apporter une expertise technique aux pays qui seraient intéressés en réponse à un choix politique à effectivement considérer la possibilité de consolider, on va dire ça comme ça, leur système de protection sociale notamment de santé, tandis que l'AFD peut également engager quelques projets dans ce sens, mais évidemment sur des projets qui doivent être bien circonscrits et bien compris. On voit bien, hein, et c'est un des problèmes qu'a la Banque mondiale qui cherche à s'engager hein, dans la promotion de la santé, que ce qui est en jeu, c'est d'arriver à mettre des pays en mesure de financer durablement sur leurs ressources propres, autant que possible, des offres de santé à la fois pertinentes et soutenables, et ne pas faire comme on a pu le voir finalement, des pilotes qui peuvent être très ambitieux et financés par la Banque mondiale pendant quelques années seulement, suite à quoi ben, on débranche et voilà. Et le système qui est censé avoir été porté par la croissance et les cotisations des, des nationaux n'est pas encore assez sûr ni consolidé, n'y a peut-être pas été assez bien conçu pour pouvoir être soutenable. Je ferme cette parenthèse pour dire, ça c'est vraiment à très très grande ligne, peut-être ce qu'on peut dire sur un enjeu CSU au sens de voilà, quelle contribution au développement. Je laisse un petit peu les choses ouvertes. Les ONG, par ailleurs, là, on a, je crois, quelque chose qui va répondre de façon un peu différente à nécessairement, finalement, enfin, apporter des réponses ou répondre à des besoins d'accompagnement qui vont être beaucoup plus limités, qui vont être beaucoup plus concrets et où va rentrer en jeu la très grande force des ONG françaises, qui est
qui est celle d'être capable de faire des vraies réponses terrain, des réponses sur mesure, des réponses qui vont permettre de faire jouer des partenariats, de mettre les acteurs locaux en mesure de déployer leur capacité d'action, de renforcer leur capacité technique. Je ne dis pas que toutes le font parfaitement partout, etc. Mais enfin, c'est un petit peu je dirais la French touch, hein, pour parler en mauvais franglais, qui est reconnue un peu largement à nos ONG, qui est d'ailleurs ce qui fait leur faiblesse d'une certaine façon, parce que ce sur-mesure vient au prix, dans le fond, de quelque chose qui est toujours à une échelle qui n'est pas systématisable, hein. Bon, ça c'est vraiment pour rester dans les choses un peu schématiques quand même, hein, et qui fait qu'elles n'ont pas l'échelle ni la mesure qui leur permettent d'être très identifiées au plan international, de répondre aux grands appels d'offres, etc., etc. Mais bon, bref, en échange de ce défaut, elles ont aussi ce grand avantage et sont appréciées, je crois, hein, par les acteurs de terrain pour ça. Et je pense que la France a raison, enfin, de faire ce pari et de faire le pari que, enfin, quelque part, oui, pardon de cette comparaison qui va sembler complètement hors de propos, mais le pari de la haute couture, hein, d'une certaine façon, plutôt que finalement des offres systématisées et moins capables d'apporter un impact. Bon. Je trouve qu'on a raison de miser sur les ONG et pour voir ce qu'elles sont capables de faire en santé. Ce sont toujours des offres qui ont un effet durable, certes, évidemment, plus limité dans le scope, puisqu'on va être sur des choses ciblées et qui vont toujours un petit peu aussi être dépendantes de la capacité plus large du pays dans sa prise en charge politique, économique, sociale et de santé des problématiques que les projets portés par les ONG, que les projets en question portés par des ONG parviennent à compenser d'une certaine façon. Voilà un petit peu sur cette première question. Sur l'intérêt pour la santé et qu'est-ce qui va se passer si la dynamique s'essouffle, le chant du cygne, non, mais vous avez bien raison de poser cette question. C'est très bien ce qui peut se passer, hein, une fois qu'on n'a plus besoin des masques et qu'on n'a plus peur, et ben tiens, on les renouvelle plus quand ils sont périmés. Bon, bref, et puis si effectivement on arrive à être tous suffisamment vaccinés un beau jour pour passer à autre chose que ce que l'humanité entière souhaitera certainement, enfin la planète entière souhaitera, qu'elle risque de refaire comme avant, etc. Alors, pour ne pas être trop longue, j'ai assez envie de vous renvoyer sur cette question-là, parce que à ce que j'ai dit en ouverture, et qui est dans le fond, est-ce que, enfin jusqu'où, et espérons que cette crise fera avancer l'importance qu'auront vécu, j'imagine, chaque gouvernement et chaque pays, d'avoir réussi à faire une réponse suffisante s'agissant de la crise, et de s'apercevoir aussi qu'on est quand même en meilleure posture avec un système de santé qui semble être en mesure de répondre que l'inverse. Alors, bon, prudence, hein, évidemment, sur le diagnostic, hein, ce n'est pas des pays dans lesquels on a les systèmes de santé les plus remarquables qu'aujourd'hui l'épidémie est la mieux maîtrisée. Bon, là, il sera temps de faire un peu une évaluation a posteriori de ce qui a marché, ce qui a moins marché et quel a été le rôle de ces systèmes. Bon, on peut quand même dire que, a priori, un pays où il y a un recours possible à la santé pour être rapide sera malgré tout en meilleure position d'affronter de prochaines pandémies qu'un pays où ce n'est pas le cas, je dirais à profil de pandémie égal. Voilà, bon, je vais peut-être un petit peu botter en touche du coup avec cette réponse, mais pour moi, là où ce qui fera la différence, c'est effectivement la capacité finalement à ce sujet à continuer à vivre sur le plan politique et et, et à, qui dépend de tous, bien sûr des dirigeants, des parlementaires, des citoyens, de la société civile, de la presse, de la recherche de tous ces relais d'opinion pour continuer à faire vivre, ce sera mon dernier mot sur ce sujet, la notion de la santé comme un investissement à tous égards, hein, social, économique, et non plus comme un coût.
Un mot en tout cas de cette fin de propos parfait. Et en effet, on espère, malheureusement, parfois l'histoire est un éternel recommencement où on revient comme une farce, mais on espère que ce ne sera pas le cas pour cette pandémie et qu'on continuera à investir massivement. Et que c'est vrai que notre nomination et puis le réinvestissement du président de la République en 2017, les souvenirs loin de là, mais en tout cas, ne donne que de poids à la définition de tes priorités, comme d'ailleurs des priorités qui sont liées à tout simplement le fait que, comme vous avez dit, pour sortir de la pauvreté, sans système de santé ou sans amélioration de la santé, il n'y a pas de sortie de la pauvreté, encore moins de lutte contre les inégalités. Est-ce que des collègues veulent poser des questions ou interpeller ou autre? Je n'ai pas vu de main se lever. Écoutez, merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je crois que vous étiez à la fois très exhaustive et très précise. Et puis, cette année, il y aura encore plein de choses, même s'il y a... Non, il n'y a pas de sommet de reconstitution cette année. Non, le seul événement de santé mondiale qu'il y aura cette année, qui a été reporté de l'année dernière, c'est le sommet pour la santé mentale qui se tiendra en octobre 2021. Format certainement hybride, hein, en tout cas on le prépare comme ça, entre un peu de présentiel et du virtuel, sous l'égide de la France. Je dirais avec, là, le président de la République vient d'annoncer un chèque psy pour tous les étudiants. C'est vraiment pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est un élément particulièrement important et on le voit dans les pays d'ailleurs les plus vulnérables, à quel point c'est aussi un besoin d'investir, de réinvestir dans la santé mentale, notamment chez les plus jeunes, puisque c'est là où on constate d'ailleurs dans l'accès aux soins les inégalités les plus fortes entre les pays du Nord et les pays du Sud, je n'aime pas trop cette terminologie. Et en France, c'est clair et net que cette question de la santé mentale, notamment chez les plus jeunes, se pose déjà de manière quand même assez accrue, mais alors avec les conséquences notamment du confinement, du fait peut-être de se dire qu'on va être dans une crise économique et sociale pour un long moment, qu'on ne peut pas forcément voyager, qu'on est étudiant, que vous êtes enfermé dans votre 20 mètres carrés et que vous avez peu de perspectives d'emploi, ça va être un élément quand même important de la question de la santé mondiale. Et donc, peut-être que cette conférence tombe à pic, on va dire, pour réengager les présidents, les chefs d'État, les gouvernements sur cette question aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et encore une fois d'avoir été éclairante sur tous ces sujets de santé mondiale qui sont des sujets très importants et qui sont déjà identifiés comme des sujets prioritaires de l'action de la circonscription France, la mission de terme, comme vous l'avez très bien dit. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.